Voilà, chers amis, merci beaucoup d'être si nombreux pour ce colloque qui a été maintes fois reporté à cause de l'épidémie, dont je remercie nos intervenants d'avoir été patients et fidèles, puisque finalement, nous arrivons à faire ce colloque sur Église et démocratie. Alors, je veux préciser d'abord comment va se passer la séance. Nous avons donc 4 interventions que nous allons scinder par un temps d'arrêt après les 2 premières interventions. Et nous aurons un temps de discussion tout à fait à la fin. Après chaque intervention, il sera possible de poser une question, mais plutôt d'ordre pratique, chose qu'on n'aurait pas comprise ou qui n'aurait mal été entendue. Donc le débat d'ensemble sera plutôt à la fin. Église et démocratie, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de savoir si l'Église catholique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une démocratie, à l'évidence elle ne l'est pas, ni de savoir dans quelle mesure il y a des éléments de démocratie dans l'Église. Notre problème aujourd'hui, c'est de savoir comment se situe l'Église dans les systèmes qu'on appelle démocratiques. Est-ce que ces systèmes sont une menace pour elle ? Quelle place peut-elle avoir ? Quel rôle a-t-elle joué elle-même pour l'avènement de ces démocraties ? Voilà nos questions. Donc il ne s'agit pas de faire de l'ecclésiologie, mais plutôt de la réflexion de philosophie politique. Alors nous avons 2 premières interventions, celle de Bernard Bourdin d'abord et de Jean-Luc Poutier ensuite, qui vont parler 25 minutes à peu près chacun. Et puis nous aurons une pause et ensuite M. Jaume et moi-même terminerons l'après-midi. Voilà, je donne donc tout de suite la parole à Bernard Bourdin. Comme on dit d'habitude, inutile de le présenter, mais je le présente quand même. Il est dominicain de l'Ordre des Frères Prêcheurs et il est directeur du Centre d'études du Sauchoir et en même temps professeur à l'Institut catholique de Paris, s'occupant en particulier de l'Institut social. La faculté des sciences sociales. Voilà, et qui a fait de nombreux livres, notamment autour de Carl Schmitt, de Jacques Ier, le roi d'Angleterre. Voilà, Bernard, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci, Paul, pour ton introduction et ta présentation de cette demi-journée qui, en effet, a tardé, mais avec un peu de patience, on a fini par y parvenir. Et donc, il me revient de lancer cet après-midi de réflexion sur l'angle, pour moi, c'est l'angle que j'ai choisi, l'angle magistériel. Donc, je sais bien que l'angle magistériel ne dit pas tout sur le rapport de l'Église catholique avec la démocratie, mais il dit un certain nombre de choses quand même sur la position du siège romain depuis le 19e siècle jusqu'au 20e. Alors je m'en tiendrai, parce que tout ça est déjà très vaste, en 25 minutes, une demi-heure, je m'en tiendrai à 2 sons, dans quelque sorte. D'un côté, fin du 19e siècle, Léon XIII, qui apporte quand même indéniablement, un tournant, pas forcément par rapport à la démocratie, mais un tournant quand même. Et puis, à Vatican II, le texte bien connu, la Constitution Gaudium et Spes, concernant en particulier le chapitre 4, qui s'intitule d'ailleurs La vie politique. C'est peut-être le texte sur lequel je m'attarderai le moins, mais enfin on verra bien. Mais ce sont ces 2 volets qui m'intéressent. Alors au préalable, je voudrais quand même dire ceci, ce point à mon avis qui me paraît très important, qui mériterait d'ailleurs de beaucoup de développement, traiter de ce sujet sous l'angle en tout cas qui est le mien, Église catholique et démocratie, c'est en arrière-plan au fond avoir à l'esprit qu'il n'y a pas plus incompatible que le catholicisme avec les théories politiques modernes du contrat. Donc ça crée tout de suite forcément un contentieux fort. Depuis à ma droite, Lucien Jaume, c'est tout ça par cœur, les fondements de la politique moderne depuis le XVIIe siècle, toutes les théories contractualistes ont forcément, et on le voit bien sous la Révolution d'ailleurs, mis très mal à l'aise le positionnement institutionnel du Saint-Siège
par rapport à la démocratie. C'est quasiment une évidence historique. Et ça tient à une donnée, il y a une donnée clé, un concept clé qu'il faut tout de suite mettre en évidence et qu'on va retrouver d'ailleurs chez Léon XIII et même à Gregory Metz-Spes. C'est pour ça que c'est important de partir de là. C'est le concept de nature. On ne parle plus de la même nature. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la nature d'Aristote ou la nature de Thomas d'Aquin. On parle d'une nature qui est pensée comme antérieure à l'état politique. C'est comme cela depuis Hobbes jusqu'à Rousseau, en passant par Spinoza, par Locke, et on pourrait citer aussi tous les justes naturalistes. Et c'est cette nature-là qui, évidemment, est conflictuelle, puisque toute la pensée politique catholique, en tout cas à partir au moins du XIIIe siècle, s'est structurée autour de l'idée héritée d'Aristote que l'homme est un animal naturellement politique. Et voilà que les modernes nous enseignent que l'homme n'est pas naturellement un animal politique, mais qu'il le devient simplement. Ce qui évidemment change complètement la donne et installe l'Église catholique dans une position inconfortable et conflictuelle, je dirais même, après le grand événement de la Révolution française. Alors, il va lui falloir prendre position face à ces mutations philosophiques et politiques révolutionnaires. Et au départ, elle le fait sur un mode très frontal, puisque j'emmenais avec moi d'ailleurs ce document qui est bien connu de beaucoup, le syllabus, sur lequel je ne vais pas évidemment m'attarder, ce n'est pas le thème de la conférence, mais lorsqu'il paraît en 1864, c'est un catalogue des idées modernes en 80 points. On voit bien, c'est une sorte de manifeste inséré dans une encyclique, un Quanta Cura, je crois, si je me souviens bien, qui s'oppose très clairement toutes les idées modernes. Et en le relisant, sans doute un peu rapidement, mais j'ai pu constater que même le mot démocratie n'apparaît pas. En fait, jamais. C'est pas tellement l'objet, et ça confirme l'idée que pour le grand ennemi au plan politique pour l'Église à cette époque-là, c'est le libéralisme au fond. C'est pas tellement la démocratie que le libéralisme. Alors bien sûr, de plus en plus, au XIXe siècle, les deux vont se fondre l'un dans l'autre, mais c'est en fait le libéralisme et non pas la démocratie qui pose problème. Et alors, arrivé après ce front d'opposition, en quelque sorte, qu'organise le pape Pie IX, avec le syllabus, son successeur, le pape Léon XIII, là on peut y venir, Léon XIII, qui est tout aussi intransigentiste que son prédécesseur, mais avec une toute autre approche, beaucoup plus constructive, va tenter d'apporter une alternative à ces idéaux modernes, et pas simplement se contenter de dire que ils sont tous, autant les uns que les autres, contestables et donc à refuser, incompatibles avec la foi catholique. Et Léon XIII se livre à un très gros travail d'écriture, et il faut le souligner. C'est comme le pape qui aura écrit 5 encycliques politiques, ce qui est colossal. Plus jamais aucun pape n'écrira autant sur le plan politique. Ce sera une question sur laquelle, d'ailleurs, il fera revenir. Parce que quand on parle de Léon XIII, on pense toujours au pape de Rerum Novarum, c'est-à-dire la première encyclique sociale. C'est vrai, c'est le pape qui lance ce que l'on appellera beaucoup plus tard la doctrine sociale de l'Église. Mais il ne faut absolument pas dissocier l'enseignement social de la restauration de la condition ouvrière, de Rerum Novarum de Léon XIII, avec son enseignement politique. Les deux sont intimement liés. Donc Léon XIII a un projet alternatif de société que le pape Pie IX n'avait pas. Et ce projet alternatif, il le défend justement en utilisant des armes intellectuelles ou des outils intellectuels qui sont très clairement aux antipodes de ce que je viens de vous dire, c'est les théories du contrat politique. Et y compris dans Rerum Novarum, même si le premier adversaire visé, ce sont les socialistes, derrière, les libéraux sont attaqués forcément de par leur conception. Au fond, ils ont généré l'ennemi socialiste, qui a de bonnes raisons d'être socialiste, avec ce grand tort pour Léon XIII, c'est qu'ils sont contre la propriété privée. Mais, donc l'ennemi socialiste, c'est l'arbre qui cache la forêt aussi du contractualisme libéral. Alors, Léon XIII est le pape, en effet, aussi qui à une époque qui correspond à des événements importants. L'Église a perdu ses états temporels depuis la chute de l'Empire de Napoléon III.
Il y a aussi le fameux Kulturkampf en Allemagne, qui est très important et qui vaut largement l'anticléricalisme français, la laïcisation de l'enseignement scolaire en France, et puis la montée en puissance, comme je viens de le dire, aussi du socialisme. Et donc Léon XIII organise donc cette pensée, comme je viens de le dire, à la fois politique et sociale. Alors je retiendrai surtout ici l'encyclique la plus connue qui est parue en 1885, c'est Immortale Dei, et le titre lui-même déjà tout un programme de la titre français de la Constitution chrétienne des États. Oui, on n'imaginerait plus au XXe siècle, déjà, avant, même après, surtout après Vatican II, parler de la Constitution chrétienne des États. On a vraiment changé de monde. Et déjà, ça peut faire réfléchir sur l'hypothèse qu'il y aurait une démocratie dans cette constitution chrétienne des États. Et Léon XIII défend un certain nombre de thèses que je vais ici, bien sûr, simplement énumérer autour de 6 points essentiels. Tout d'abord, le recours, bien sûr, à la philosophie politique d'Aristote, et donc, en catholique du XIXe siècle, un aristotélicien est forcément un thomiste. En fait, ça va forcément, c'est lié. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si Léon XIII restaure les études thomistes, ce qu'on va appeler le néo-thomisme, et ayant chargé d'ailleurs les dominicains de poursuivre ces recherches qui se poursuivent toujours tout près du couvent dans lequel d'ailleurs je réside. Et donc, c'est toujours l'actualité, même si les temps ont changé, la fameuse commission léonine, le nom veut bien dire ce qu'il veut dire, la commission léonine, donc le renouveau thomiste, c'est l'outil intellectuel pour contrer les idées modernes. Donc, au plan politique, ça se vérifie très clairement par cette référence à la nature, selon Aristote et celle de Thomas d'Aquin. Principe naturaliste. Et puis, deuxième point, bien sûr, la référence à Dieu, évidemment, forcément. Et quand on dit référence à Dieu, ça veut dire référence aux fameux versets, ou les 2 premiers versets de l'Épître aux Romains 13, toute autorité en charge est constituée par Dieu, plus classiquement connue par un raccourci, me semble-t-il d'ailleurs, quand on lit les traductions bibliques d'aujourd'hui, tout pouvoir vient de Dieu. C'est comme un petit peu un raccourci, d'abord, même au plan de la traduction entre le latin et le grec. Mais c'est ce que dit Léon XIII, tout pouvoir vient de Dieu, lui il s'exprime comme ça. Alors, quelle que soit la forme de régime, donc, troisième point aussi, et qui est important, et qui peut faire réfléchir sur la possibilité d'une démocratie ou non, c'est l'opposition très claire à toute liberté religieuse, donc il reste tout à fait, on revient dans l'intransigeantisme catholique, avec donc la nécessité d'un culte public. Et là, on voit bien, c'était sa fameuse thèse, théorie de la thèse et de l'hypothèse, ensuite liée au commentaire de Monseigneur Dupanloup, du syllabus, la vérité officielle et puis la réalité. Alors, ça s'en ressent d'ailleurs dans le texte de Léon XIII. On voit bien qu'il a fait sienne en partie cette approche de la thèse et l'hypothèse. Mais bien sûr, de préférence, un culte public, parce que sans culte public, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de culte rendu au vrai Dieu, donc à la vérité. Et par conséquent, il en résulterait l'effondrement de l'unité de l'ordre politique. C'est un schéma extrêmement classique, multiséculaire. Comment pourrait-il y avoir un ordre politique sans une vérité religieuse qui vient l'appuyer ? Et bien sûr, seul le catholicisme en apporte en effet toute l'ossature. Quatrième volet aussi dans le Immortale Dei, c'est la liberté. La liberté est une idée bien sûr tout à fait défendue. La liberté, on n'a pas attendu les modernes pour défendre la liberté, mais c'est une liberté finalisée par la perfection de l'homme, dit Léon XIII, perfection de l'homme, et qui doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon, fin de citation. Le 5e point important dans cette encyclique, et qui, on sent là aussi une critique au fond contre le libéralisme, c'est que la liberté peut générer le droit à l'émeute. Et en ces temps où nous allons peut-être retrouver des grèves, voilà, ça donne raison à Léon XIII, le libéralisme, ça peut justifier, non pas la libertas devient la licentia, en latin, et donc, par exemple, le droit à l'émeute. Et évidemment, c'est une droit à l'émeute qui est corrélée d'ailleurs chez Léon XIII aussi. On entendait ça, on lisait ça déjà chez Grégoire XVI
presque 70 ans plus tôt, dans l'encyclique Mirarivos, le délire de l'imagination, de la liberté qui nous fait délirer. Bon, c'est la liberté d'opinion, bien sûr, qui d'ailleurs est assez contradictoire avec l'idée, en tout cas au plan religieux, avec l'idée qu'il y aurait une vérité religieuse officielle. Donc on voit bien que Léon XIII est d'une extrême prudence, bien sûr, et là, on sent que c'est le libéralisme qui est visé. Mais derrière le libéralisme, bien sûr, on peut s'interroger de savoir si on peut avoir une démocratie, puisque la liberté d'opinion est quand même singulièrement critiquée, enfin défiée. Alors, le dernier point, bon, bien sûr, il peut plus nous intéresser ici, mais ça montre simplement qu'il y a une petite évolution qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il ne faut surtout pas surmajorer. Je cite Léon XIII lui-même, lorsqu'il dit qu'il est important d'accorder au peuple, sa part plus ou moins grande au gouvernement. Sa part plus ou moins grande au gouvernement. Non seulement, et c'est non seulement pour lui, je le cite encore, un avantage, mais un devoir pour les citoyens. Bon, prenons cette phrase pour ce qu'elle est, mais évidemment, ce n'est pas la démocratie participative. On n'est pas devant les conventions de citoyens, on n'en est pas encore là, on en est très loin. Mais il y a cette idée quand même, qui vient de l'héritage thomiste d'ailleurs au fond, mais à dose homéopathique. Alors, avant d'en arriver à Vatican II, à Gaudium et Spes, j'aurais, après avoir fait la brève synthèse d'Immortalité Dei, la constitution chrétienne des États, donc on voit bien, puisqu'il y a un culte public, on voit bien que c'est bien une constitution chrétienne des États. Dans Rerum Novarum, on voit bien les corollaires aussi, c'est ça qui est important de souligner, notamment lorsque Léon XIII affirme qu'il appartient les gouvernements doivent prendre soin de la communauté et de ses partis. Les partis, parce que de droit naturel, le gouvernement ne doit pas viser l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir entre les mains, mais bien le bien de ceux qui leur sont soumis. Intéressant, parce que à la fois, il y a un souci de justice qui est indéniable, et en même temps, on voit que Léon XIII raisonne en termes de tout et de parti. C'est une pensée très holiste, donc parfaitement anti-individualiste. Son anthropologie, quand on lit Léon XIII, moi je pense souvent à Louis Dumont, dans ses essais sur l'individualisme, parus il y a très longtemps maintenant. C'est exactement ça, vous voyez, c'est une société structurée hiérarchiquement, holistique, et surtout pas individualiste. Il y a des partis qui forment un tout, et à partir de là, on aura un bien commun possible. Et ça, c'est tout à fait un des nerfs vitaux de cette doctrine sociale. Et puis alors, surtout aussi, bien sûr, elle doit viser à régénérer une société en décadence. Et il faut lui permettre de revenir à ses origines, à ses fondements. Bien sûr, la foi chrétienne. Et Léon XIII conclura son enseignement social dans Rerum Novarum en disant ceci: la religion ainsi constituée comme fondement de toutes les lois sociales, il n'est pas difficile de déterminer les relations mutuelles à établir entre les membres pour obtenir la paix et la prospérité de la société. Les diverses fonctions doivent être réparties de la manière la plus favorable aux intérêts communs, en sorte que l'inégalité ne nuise point à la concorde. L'inégalité. C'est-à-dire combien que si vous mettez en vis-à-vis la déclaration de 1789, l'égalité, comme un des principes fondamentaux des droits de l'homme, l'inégalité est au contraire la structuration même de l'ordre social. Et c'est parfaitement compatible avec la justice dans ce raisonnement. Mais il y a une inégalité et tout ceci doit conduire à une concorde. Donc on voit bien que les schémas de pensée de Léon XIII ne peuvent pas se concilier avec des principes d'une démocratie libérale moderne qui repose tout à fait sur d'autres concepts. Mais il y a une éthique, il y a une vision éthique de la société, il y a une visée du bien commun, mais fondée aussi, bien sûr, sur la religion. Alors, que se passe-t-il à Vatican II? Que se passe-t-il à Vatican II avec la constitution Gaudium et Spes? C'est-à-dire qu'entre 80 ans passés, il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu les systèmes totalitaires, l'Église n'a plus eu l'équivalent d'un Léon XIII en termes de pensée politique, si ce n'est à l'époque de Pie XI, avec les 2 encycliques antitotalitaires
contre le nazisme et contre le stalinisme. Donc d'un côté le néopaganisme et de l'autre l'athéisme communiste. Mais il y a eu Quas Primas aussi, mais enfin c'est comme très, très faible, je trouve. C'est pas très marquant. Donc il a fallu attendre véritablement Vatican II pour qu'il y ait un retour à la réflexion politique, mais à la lumière de toutes ces expériences considérables. Donc on n'est plus du tout dans le monde du XIXe siècle. Et Vatican II donc arrive, et dans cette constitution Gaudium et Spes, il y a ce chapitre, dont je tiens d'ailleurs ici à souligner que c'est le plus petit chapitre de Gaudium et Spes. Ça m'a beaucoup frappé. Il dépasse pas, je l'ai ici, je l'ai photocopié, il ne dépasse pas les 8 pages par rapport à d'autres thèmes qui sont beaucoup plus développés. Donc, ce qui en dit assez long encore sur la faiblesse relative, je dirais, de la réflexion politique. Mais ce chapitre a le mérite d'exister, et on va voir en effet que, de même que, si vous voulez, Léon XIII, et notamment par la voix du cardinal Lavigerie en France, avait préconisé le ralliement à la République, mais qui était un ralliement, au vu de ce que je viens de vous dire, de sa pensée, un ralliement constitutionnel, pas un ralliement philosophique. Il ne faut pas se méprendre sur le sens du ralliement. Eh bien, Vatican II, au fond, se rallie aussi, on peut dire, à la démocratie. Mais attention, il faut s'entendre, faut bien s'entendre sur le mot. Hein. Qu'est-ce que ça signifie, hein, démocratie? Alors, en effet, à Gaudium et Spes, on a quand même, malgré tout, une mutation qui s'est faite, mais qui reste aussi sur une profonde continuité quant aux références philosophiques et anthropologiques de l'Église. C'est-à-dire que l'Église ne revient pas, hein, les pères du Concile ne reviennent pas sur le naturalisme de ces conceptions politiques. Hein. Alors avec certainement l'apport du personnalisme du XXe siècle, je pense évidemment à Jacques Maritain en particulier, mais elle reste profondément attachée à sa vision naturaliste. Et donc il est hors de question de faire la moindre concession aux théories contractualistes, ce qui d'ailleurs, entre nous soit dit, fait complètement tomber l'idée selon laquelle, si on suivait en tout cas la critique de l'intégrisme ou du traditionnalisme catholique, que l'Église se serait ralliée à 1789. On est très très loin de ça. C'est au fond une évolution, mais dans une continuité par rapport à ses principes. Et la question qu'on peut se poser, au fond, est-ce que Vatican II n'a pas introduit une conception catholique de la démocratie? Et j'ai dit une conception catholique. Et je ne dis pas une démocratie catholique ou une démocratie chrétienne, mais une conception catholique de la démocratie. C'est-à-dire qu'elle voit bien ce qu'elle ne voyait pas avant. C'est qu'au fond, on peut très bien penser, selon les concepts propres à la tradition catholique, ce qu'est une démocratie, sans rien céder, encore une fois, aux concepts libéraux ou contractualistes. Et donc, la combinaison, et tout en acceptant aussi les acquis pratiques. Par exemple, on voit très clairement que dans le chapitre 4 sur la vie politique, l'Église, les pères du Concile défendent l'idée de liberté d'association, de réunion. Ce sont bien des principes libéraux, au fond, hein, mais qui se conjuguent très bien avec le fait que la vie politique s'enracine dans un ordre de nature, avec du droit naturel, de la loi naturelle, et aussi, ajoute ce chapitre, la garantie des droits de la personne. Alors c'est très important, c'est le concept de personne. Je parlais de personnalisme avec Jacques Maritain, le concept de personne est absolument fondamental. Il éloigne, on voit bien l'Église, de positions liées à une philosophie plutôt centrée sur l'individu. Donc, garantie de la droit de la personne, le rejet de toutes les formes politiques qui font obstacle à la liberté civile ou religieuse. Alors, ça, c'est aussi une affirmation importante, parce que là, on voit qu'on est passé du monde de Léon XIII, où, en effet, il y avait forcément un culte public, une vérité religieuse officielle, et alors là, il est question de liberté civile et même religieuse. Donc, autrement dit, Gaudium et Spes, en même temps, nous renvoie à la déclaration sur la liberté religieuse qui n'aurait été inconcevable 80 ans plus tôt. Et aussi l'idée que les citoyens doivent défendre leurs droits, je cite, hein, en respectant les limites, bien sûr, tracées par la loi naturelle et la loi évangélique. Donc, l'idée de défense des droits,
mais en respectant les limites tracées par la loi naturelle et la loi évangélique. Donc, on voit à Ganymed Spes qu'il y a un souci d'équilibre qui n'était pas concevable quelques décennies plus tôt, et qui a pour corrélation, de fait, je le disais il y a quelques minutes, dans cette conception catholique de la démocratie, défense de la liberté religieuse, et on le voit même d'ailleurs dans le dernier paragraphe, le paragraphe 16 de ce chapitre, qui s'intitule « La communauté politique et l'Église », où on voit que, quand on lit un peu attentivement ce texte, que l'Église renonce à tout appui politique pour sa mission d'évangélisation. Elle ne recherche plus une alliance avec l'État et ne se présente plus comme étant une institution qui doit faire corps avec l'État, mais qui agit à partir de sur ses propres bases, au fond. Et ça, c'est un tournant, évidemment, tout à fait majeur. Je dirais même que c'est certainement l'acte officiel du renoncement à ce qu'on appelait le bellarminisme, c'est-à-dire qu'il n'est plus question d'invoquer un pouvoir temporel indirect. Je pense d'ailleurs aux travaux du père de Lubac, qui est le texte célèbre du père de Lubac, pas du cardinal, mais du père de Lubac à ce moment-là, sur l'autorité de l'Église en matière temporelle. Voilà, ben oui, elle est là. Puis, ben oui, et moi aussi j'ai d'ailleurs, j'ai l'autre, oui, le deuxième. Oui, absolument. Donc on voit bien que, entre-temps, il y a eu des débats intellectuels pendant l'entre-deux-guerres. Et sur ce point-là, d'ailleurs, je crois que clairement que le père de Lubac a joué un rôle tout à fait décisif. Et ça s'en ressent dans ce texte de Ganymed Spes. Donc une redéfinition de l'idée d'une communauté politique qui s'inscrit effectivement dans un ordre de nature, avec loi et droit naturel, mais en intégrant au plan pratique des principes libéraux, et de l'autre côté aussi, un rapport de l'Église avec la communauté politique qui n'est plus un rapport, encore une fois, de concorde, on pourrait dire, et de lien qui serait contradictoire avec toute liberté d'esprit de liberté religieuse. Donc on peut dire que là, l'Église catholique a de fait, à Vatican II, intégré le fait démocratique. Ça, je crois qu'on peut le dire, même s'il ne prononce jamais le mot. Hein, quand vous le lisez dans Ganymed Spes, jamais le mot n'est prononcé. Certainement que c'est par prudence pour un certain nombre d'épiscopats qui vivent encore à l'époque en Espagne, au Portugal, à l'époque c'est encore Franco ou Salazar, sans doute. L'URSS. Et l'URSS aussi, les églises du silence. Donc le mot démocratie n'est jamais prononcé. Mais en réalité, quand il est toujours, il y a des mots qui ne trompent pas, hein, puisque à la fois toute autorité. Alors, toute autorité est constituée par Dieu. Hein, Vatican II maintient. Alors là, je pourrais vous montrer le texte, c'est très clair. Hein, mais ça se conjugue parfaitement avec le fait que les citoyens participent. Hein, il y a des citoyens qui participent à l'élaboration de la vie politique. Donc on voit bien qu'il y a un humus politique, démocratique, qui n'existait pas, qui n'était pas pensé 80 ans plus tôt, hein, et qui est tout à fait conciliable avec la référence à Romains XIII. Ça, c'est effectivement aussi un point très important. Alors, voilà, je crois qu'il est... Monsieur le Président, sans doute que j'arrive déjà au bout, non ? Oui, je sens ça. Hein. Je conclus très rapidement. Donc, je conclurai de manière, disons, pas pour faire une synthèse, mais pour ouvrir plutôt la discussion. En même temps, quand on lit ce texte de Ganymed Spes, en même temps, il est source, à mon sens, hein, d'un grand malentendu historique, ensuite, et qui se poursuit jusqu'à nos jours, à mon avis, qui n'est pas épuisé. C'est très actuel. Hein. Un grand malentendu historique sur ce qu'on appelle démocratie, d'abord, vu du côté de l'Église, une démocratie moderne, son rapport au libéralisme, et j'ajouterais même son rapport aux droits de l'homme. Je pense que le malentendu se traduit, d'ailleurs, on voit bien dans les débats sociétaux ultra-contemporains. En réalité, nous utilisons des mots qui sont les mêmes syntagmes, mais qui ne recouvrent pas du tout les mêmes réalités. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire dire à Vatican II plus qu'il n'a dit. Je crois que c'est ça qu'on a entendu historique, plus qu'il n'a dit. Pas lui faire dire moins non plus. Hein. Mais donc ce n'est pas un ralliement. Je crois que ce n'est pas un ralliement à la démocratie moderne. C'est une option de l'Église catholique pour la démocratie selon ses propres bases conceptuelles. Et la racine conceptuelle du malentendu, encore aujourd'hui, à mon avis, est là. Voilà comment je conclurai mon propos.
Voilà, merci Bernard pour cette intervention qui nous a montré, je crois, comment les choses évoluent dans l'Église catholique. Contrairement à ce qu'on croit, elle bouge, mais elle bouge peu à peu grâce au travail secret, discret de théologiens, de politiques, de laïcs de toutes sortes. Voilà, merci d'avoir fait cet enjambement de Léon XIII au Concile. Pour ma part, j'insisterai beaucoup sur le texte Dignitatis Humanae, sur la liberté religieuse, parce que quoi qu'en ait dit Benoît XVI, ce texte constitue véritablement un tournant, pour ne pas dire une rupture, par rapport à l'idée de liberté religieuse et de quasi-ralliement au libéralisme. Voilà, je vais maintenant donner la parole à Jean-Luc Potier, qui enseigne dans cette maison, qui a été longtemps conseiller culturel à l'ambassade de France près du Saint-Siège, qui a enseigné très longtemps à Sciences Po Paris et qui nous fait l'honneur d'enseigner aussi dans cette maison. Je signale simplement un de ses livres de 2007, au titre un peu provocateur, « Dieu est un homme politique », mais le sous-titre peut introduire très bien son intervention, le sous-titre étant « Pour une présence chrétienne en démocratie ». Merci Jean-Luc de votre intervention. Merci beaucoup, Père, pour cette présentation. Alors, mon intervention va tangenter le thème général de notre rencontre de cet après-midi, mais sans y être au centre, puisque ce qu'il m'a été demandé de traiter, c'est l'impossible gouvernement du peuple, mais pas l'impossible gouvernement du peuple dans l'Église, l'impossible gouvernement du peuple en général. Alors, le principe de la République française est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'article 2 de la Constitution de la Ve République reprend ainsi l'expression d'Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg le 19 novembre 1863. En pleine guerre de sécession, le président républicain des États-Unis d'Amérique était venu dans cette petite ville de Pennsylvanie consacrer un champ de bataille où étaient morts 7863 soldats de l'Union et de la Confédération entre le 1er et le 3 juillet 1863. C'était donc un discours de guerre. En conclusion de sa brève adresse de 272 mots à la nation américaine, Lincoln formulait le vœu que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne disparaisse jamais de la surface de la terre. La formule de Lincoln a ensuite été reprise par divers gouvernants comme la définition même de la démocratie moderne, que ce soit Winston Churchill en 1947, au tout début de la guerre froide, ou, nous venons de le voir, les rédacteurs de la Constitution de la Ve République en 1958. Le peuple se trouve ainsi placé au cœur de la démocratie ou de la République moderne. Je ne reviendrai pas sur les nuances démocratie-république, mettons-les entre parenthèses pour le moment. Ce qui renvoie, pour comprendre la démocratie, à la définition du peuple. Et là, les difficultés commencent. Dans son introduction à la philosophie politique, Raymond Aron estimait que si on disait que la démocratie est la souveraineté du peuple, il y aurait au moins deux mots obscurs dans la définition, le mot souveraineté et le mot peuple. Les juristes, ajoutait-il, discutent indéfiniment pour savoir exactement ce qu'est la souveraineté. En outre, quand on dit souveraineté du peuple, on rend possible toutes sortes de jeux idéologiques. En effet, comme on ne sait pas très bien ce qu'est le peuple, est-ce l'ensemble des individus d'une société, ou bien ceux qui sont des citoyens par excellence? Est-ce qu'une minorité active ne peut pas se dire le peuple plus qu'une majorité passive? Et qu'il y a dans l'idéologie politique toutes sortes de manipulations de la notion de peuple, il vaut mieux laisser de côté des notions obscures, ajoutait Aron, et partir de faits très simples. Il optait alors pour une définition procédurale de la démocratie. La démocratie me paraît pouvoir être définie sociologiquement comme l'organisation de la concurrence pacifique en vue de l'exercice du pouvoir. Loin de toute approche essentialiste, des définitions semblables peuvent être trouvées en Italie chez Norberto Bobbio ou en Allemagne chez Jürgen Habermas, mais très rarement aux États-Unis.
peut-être chez Dahl, mais aux États-Unis, où un John Dewey, par exemple, se situe à 1000 lieues d'une telle conception. Si l'étymologie de démocratie ne prête guère à contestation, démos le peuple et kratos le pouvoir, le sens du mot a fait en revanche l'objet de multiples interprétations, nous y reviendrons. Il en va de même pour le mot peuple. Pour Cicéron, par peuple, il faut entendre non tout un assemblage d'hommes groupés en un troupeau d'une manière quelconque, mais un groupe nombreux d'hommes associés les uns aux autres par leur adhésion à une même loi et à une certaine communauté d'intérêts. La métaphore du troupeau était appelée à une longue postérité. Dans un premier temps, il sera question ici de ce périmètre du peuple qui a donné lieu au fil des siècles à de multiples spéculations. Puis reviendra l'ambiguïté de l'expression « pouvoir du peuple ». L'impossibilité d'un gouvernement du peuple par lui-même, quels que soient les modes de démocratie directe qui ont pu être imaginés, ont abouti à la mise en place d'une démocratie représentative dont Rousseau a scellé le sort une fois pour toutes dans le contrat social. Quoi qu'il en soit, écrivait-il, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. Que le peuple se gouverne ou qu'il soit gouverné, son gouvernement en démocratie reste une impasse, un problème non résolu, qui, de crise en crise, n'a cessé d'affaiblir la démocratie moderne elle-même, en dépit de ses victoires apparentes. Tout d'abord, donc, le peuple en son périmètre. Là, ce n'est pas le vide qui guette, c'est plutôt le trop-plein, c'est un peu comme la succession du général de Gaulle. D'autant plus que la montée des mouvements populistes a relancé les spéculations sur la notion de peuple. Il convenait donc de choisir. Et il est apparu intéressant, en lien avec le thème de cet après-midi, d'aller regarder du côté des théologies argentines du peuple, puisqu'aussi bien elles inspirent en partie la pensée et l'action du pape François. Voici la définition du peuple que donnait Juan Carlos Scanone, jésuite, qui fut un des professeurs de Jorge Mario Bergoglio pendant sa formation. Scanone expliquait que dans la théologie argentine de la libération, l'analyse sociale marxiste n'est pas utilisée, mais plutôt une analyse historico-culturelle non basée sur la lutte des classes comme un principe déterminant d'interprétation de la société et de l'histoire. Donc, par rapport à la théologie de la libération, le marxisme est mis de côté. Et dans ce cadre, le peuple est le sujet communautaire d'une expérience historique commune, d'un mode de vie commun, c'est-à-dire d'une culture commune et d'un destin commun, un projet historique au moins implicite de bien commun. Il désigne donc un sujet collectif historico-culturel et éthico-politique en le concevant comme une communauté organique. Et j'insiste beaucoup sur ce dernier mot, une communauté organique. Ce dernier élément semble très important. Dans la théologie argentine du peuple, très marquée bien sûr par l'expérience péroniste, le pouvoir accordé au peuple est jugé fondé, mais risque de dégénérer dans le pouvoir de l'oclocratie, le gouvernement de la masse informe, on retrouve le troupeau de Cicéron, et à terme sur le pouvoir d'un seul. Une analyse déjà présente chez Polybe au IIe siècle avant notre ère et qui n'a pas manqué d'être appliquée de nombreuses fois à l'Amérique latine, notamment au sujet de la Bolivie et du Venezuela. Une telle problématique, répandue mais jamais résolue, était aussi bien exprimée par Pie XII dans son message radiodiffusé de Noël 1944, où après avoir estimé que la forme démocratique du gouvernement, là le mot démocratie est prononcé, la forme démocratique du gouvernement apparaît à beaucoup comme un postulat naturel imposé par la raison elle-même, donc on reste dans un thomisme très classique. Pie XII soulignait aussi la nécessité de distinguer dans ce cadre peuple et multitude amorphe, ou comme on a coutume de dire, masse, qui sont deux concepts différents. Le peuple vit et se meut par sa vie propre. La masse est de soi inerte, elle ne peut être mue que de l'extérieur. Le peuple vit de la plénitude de la vie des hommes qui le composent, dont chacun, à la place et de la manière qui lui sont propres, on retrouve l'organicisme, est une personne consciente de ses propres responsabilités et de ses propres convictions.
La masse, au contraire, attend l'impulsion du dehors, jouet facile entre les mains de quiconque en exploite les instincts et les impressions, prompt à suivre tour à tour, aujourd'hui tel drapeau et demain tel autre. La conscience du risque de l'ochlocratie a débouché dans la théologie du peuple, en Argentine, sur une sorte de typologie des différentes communautés organiques possibles. Je l'emprunte à Michel Costantini. Alors, 3 communautés possibles. Le peuple-nation, c'est une dominante territoriale à sous-dominante politique. Le peuple pauvre, selon une dominante économique à sous-dominante sociale, et les Argentins n'ont jamais renié l'option préférentielle pour les pauvres de Medellín en décembre 1968. Le peuple des fidèles, selon une dominante culturelle à sous-dominante théologique. Laquelle de ces communautés est-il possible de construire afin que la démocratie soit en effet le gouvernement du peuple par lui-même? Les textes consultés n'apportent pas de réponse à une telle question. Et la compatibilité d'une telle théologie avec l'universalité de l'Église reste à prouver. D'ailleurs, les théologiens du peuple, Lucio Gera et surtout Juan Carlos Canone, après avoir tenu des positions radicalisées pendant un peu moins d'une décennie, dans les années 70, ont développé ensuite des opinions beaucoup plus modérées en réorientant leurs réflexions vers la culture et la religiosité populaire, mais tout en insistant pour ne pas dissocier dans la pastorale populaire le niveau religieux de la conscience du niveau politique. Donc même dans la théologie du peuple, la question de l'identité du peuple reste posée et n'a pas débouché sur des effets politiques très concrets. Alors pourquoi l'impossible gouvernement du peuple ? Pour revenir à la Constitution de la Ve République, son article 3 stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. La majeure partie des juristes estiment que la formule « la souveraineté nationale appartient au peuple » ne veut à peu près rien dire. Pourtant, le général de Gaulle s'est employé à donner la parole au peuple à travers maints référendums. S'agissait-il du gouvernement du peuple ? Maurice Duverger, professeur de droit écouté, ancien doriotiste devenu compagnon de route du Parti communiste, a publié en 1967 un ouvrage qui a eu un certain retentissement, « La démocratie sans le peuple », dans lequel il exposait, tout en reconnaissant le caractère démocratique du référendum, sa solution pour qu'advienne une démocratie avec le peuple. Cela passait, selon lui, par un système de partis politiques forts qui soient les vecteurs de la volonté populaire. Il avait sans doute lu, mais oublié ou fait semblant d'oublier, l'ouvrage pionnier de Robert Michels de 1911 sur les partis politiques, dans lequel Michels énonçait sa fameuse loi d'airain de l'oligarchie. Selon lui, c'était d'abord au sein des partis politiques qu'avait lieu le détournement de la volonté des militants. Et même s'il terminait son livre sur une note optimiste, Michels, devenu Roberto Michels, s'installa en Italie à la fin des années 20 pour y devenir un turiféraire désabusé de Mussolini, auquel il attribuait le mérite d'avoir réinventé la démocratie directe à travers un nouveau type de parti, le parti charismatique. Citons néanmoins la fin des partis politiques à l'époque où Michels était encore proche du syndicalisme révolutionnaire et de la social-démocratie. J'aime beaucoup ce texte. Les courants démocratiques qu'on constate dans l'histoire ressemblent à des ondes qui se suivent. Ils se brisent tous contre le même écueil. Et à tout instant, ils s'en produisent de nouveaux. C'est un spectacle à la fois réconfortant et attristant. Dès qu'elles ont atteint un certain degré de développement et de puissance, les démocraties commencent à se transformer peu à peu en adoptant l'esprit et souvent aussi les formes de l'aristocratie qu'elles avaient auparavant si âprement combattues. Mais contre la traîtresse se dressent sans cesse de nouveaux accusateurs qui, après une ère de combats glorieux et de pouvoir sans honneur, finissent par se mêler à la vieille classe dominante, cédant la place à des opposants nouveaux qui, à leur tour, les attaquent au nom de la démocratie. Et ce jeu cruel ne prendra probablement jamais fin. Hélas, Michels a cru qu'il avait pris fin avec Mussolini. Quel que soit en démocratie le système de partis politiques en vigueur, les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, indique encore l'article 4 de la Constitution de la Ve République. Le gouvernement du peuple, par lui-même, se heurte en fait à des impossibilités pratiques et théoriques.
La démocratie directe chère à Jean-Jacques Rousseau a continué longtemps, et encore un peu aujourd'hui, à être pratiquée dans 3 cantons de sa Suisse d'origine, Glaris, Unterwald et Appenzell. La lecture des observations faites sur le fonctionnement des assemblées, les Landsgemeinde de ces cantons, frappe par le rôle qui jouent les démagogues de tout poil. La possibilité matérielle d'organiser une consultation directe du peuple laisse donc entière la question de ce qu'Hermann Broch appelait la folie des masses et de leur manipulation. C'était déjà la critique que les oligarques athéniens adressaient à leur propre démocratie quand il s'est agi d'intégrer des non-possédants à leurs débats. Ce qui a fait écrire à l'helléniste italien Luciano Canfora, dans son essai très discuté sur la démocratie, histoire d'une idéologie, que la démocratie athénienne, en dehors même de la question des esclaves et des femmes, était non pas le pouvoir du peuple, mais le pouvoir sur le peuple. Les modernes ont donc cherché à pallier ces impossibilités pratiques et théoriques par l'invention de la démocratie représentative. Le peuple n'est plus une somme d'individus divisés, mais il devient une entité abstraite à laquelle est attribuée la fonction de désigner des représentants qui exprimeront eux-mêmes, en dehors de tout mandat impératif, la volonté générale. Toute chose égale par ailleurs, c'est un peu le dieu de la religion civile américaine tel que l'a présenté Robert Bellah. D'innombrables travaux ont cherché à mettre au jour la pierre philosophale de cette étrange alchimie. Et comme j'ai à mes côtés 3 spécialistes de ces questions, ce que je ne suis pas, je ne pénétrerai pas davantage en ce territoire miné. En revanche, il peut être intéressant d'évoquer des réflexions récentes, bien connues aussi de mes voisins, sur le concept même de représentation. Plutôt que de chercher la parfaite adéquation entre représentant et représenté par des techniques complexes de désignation, Éric Voegelin, dans sa Nouvelle science du politique, a proposé de comprendre la représentation comme la forme à travers laquelle une société politique s'interprète elle-même comme agissant dans l'histoire. J'emprunte ici beaucoup au texte de Bruno Karsenty, La représentation selon Voegelin ou les 2 visages de Hobbes. La simplicité, voire la trivialité de cette définition ne doivent pas nous égarer, souligne Bruno Karsenty. Son intérêt est de faire apparaître ce qui, dans la science politique traditionnelle, est complètement laissé pour compte, le lien qui existe, et doit-on ajouter qui existe toujours, quels que soient les éléments qui peuvent venir le parasiter ou l'obscurcir, entre l'action des représentants qu'une société est parvenue à se donner et la représentation de cette société s'auto-interprétant. On n'est donc plus du tout dans la désignation de représentants qui vont exprimer, selon des modes discutables, la volonté générale. Là, on est entre l'action des représentants que la société s'est donnée et la représentation de cette société qui s'auto-interprète. Voegelin opère un déplacement et contourne les apories de la démocratie moderne en posant la question du référent du représentant et non plus de son mode de désignation. Parler de représentant politique, c'est pour lui admettre une forme de pensée que la société produit à propos d'elle-même, une représentation qui ne se laisse pas réduire à la logique de la délégation, du transfert et de l'autorisation à partir du peuple érigé en sujet de la politique. C'est renvoyer à un mode d'existence de la société qui, dans l'interprétation qu'elle produit d'elle-même, conçoit son action et acquiert ainsi du point de vue d'elle-même une réalité historique. Selon Voegelin, c'est l'oubli de l'idée que la société se fait d'elle-même qui explique le décalage entre ce que le peuple pense exprimer par le choix de ses représentants et les choix opérés par ses représentants eux-mêmes. Le problème n'est donc plus du tout celui de la démocratie directe ou indirecte. Il est celui de l'effacement de la notion de transcendance par ce que Voegelin a appelé une gnose, qui s'est substitué entre le XIIIe siècle et la Réforme à l'ordre grec revisité par le christianisme et qui a immanentisé la notion de salut. Le regard se porte alors vers l'élaboration d'une nouvelle théologie politique, ce qui va faire plaisir à Bernard Bourdin, une théologie politique qui ne soit pas une politisation faussée du religieux, ce que tu nous as expliqué dans Gaudium et Spes, mais bien une conscience de l'ordre dans lequel une société entend vivre. La pensée de Voegelin a des adeptes, mais aussi de virulents critiques,
qu'il suffise de se reporter au livre récent de Géraldine Mühlmann sur l'imposture du théologico-politique. Pourtant, la réflexion post-schmittienne sur la théologie politique est déjà plus que balbutiante. Dans un ouvrage publié en novembre dernier, Réinventer la démocratie, un bon spécialiste italien des questions de représentation, Giuseppe Duso, a ajouté à ses écrits précédents un chapitre intitulé « Au-delà de la représentation moderne, à la lumière de la théologie politique ». Le salut viendra-t-il de ce côté? Une nouvelle théologie politique accouchera-t-elle de la possibilité d'un gouvernement du peuple? Rien n'est moins sûr, mais il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Merci beaucoup pour nous laisser sur ces interrogations, car je crois qu'en effet, il est peut-être de la nature de la démocratie de s'interroger sans arrêt sur elle-même et sur ce qu'elle signifie. Après tout, nous cherchons la justice et nous ne la trouvons pas toujours.